La levée de la garde à vue de Gabin ne ressemble pas à une victoire, encore moins à une réhabilitation. Elle a plutôt la couleur d'un sursis fragile, d'un soulagement imparfait qui laisse derrière lui un goût d'inachevé. Lorsqu'il franchit les portes du commissariat, il n'a pas l'allure d'un homme lavé de tout soupçon. Son statut a changé, il est désormais témoin assisté, mais ce glissement juridique ne suffit pas à effacer la suspicion qui continue de flotter autour de lui comme une ombre persistante. L'enquête sur la mort de Lucie se poursuit, et elle s'épaissit au lieu de s'éclaircir. Dans la salle d'interrogatoire, Élise et Yann ont repris méthodiquement le fil des événements, revenant encore une fois sur ce carnet que Gabin admet avoir pris le soir du drame. Ce carnet, devenu pièce centrale du dossier, concentre les interrogations et les silences. Gabin explique qu'il l'a saisi dans un moment de panique, persuadé que Lucie envisageait de le faire interner, convaincu qu'elle le considérait comme instable, voire dangereux. Il ne parle pas d'une colère dirigée vers elle, mais d'une peur tournée contre lui-même, d'un vertige intérieur qui l'aurait poussé à agir sans mesurer les conséquences. Pourtant, lorsqu'on lui demande ce qu'il a fait après avoir pris l'objet, son récit se brise net. Il évoque un trou noir, une absence totale de souvenirs, comme si sa mémoire s'était effondrée à l'instant précis où l'affaire basculait. Élise ne se satisfait pas de cette amnésie soudaine. Elle reprend les questions sous différents angles, reformule, insiste, cherche la faille dans le discours. Elle ne hausse pas la voix, mais sa ténacité est implacable. Elle veut comprendre si ce vide est une stratégie ou une réalité psychique. De son côté, Yann observe Gabin avec un regard plus nuancé qu'auparavant. Il se souvient d'une conversation avec Lucie, d'une confidence où elle décrivait Gabin non pas comme un homme violent envers autrui, mais comme quelqu'un qui se faisait du mal à lui-même, prisonnier d'une fragilité dangereuse pour sa propre survie. Cette phrase, revenue à l'esprit de Yann, fissure peu à peu la certitude initiale qui faisait de Gabin le suspect idéal. Cette évolution ne passe pas inaperçue. Lorsqu'il expose leurs conclusions provisoires devant Cécile Alphand, la tension affleure immédiatement. Yann admet qu'ils ont peut-être fait fausse route en s'acharnant sur Gabin comme s'il était l'unique piste crédible. Il ne proclame pas son innocence, mais il doute désormais que le dossier soit aussi simple qu'il l'avait envisagé. Cécile, attentive et incisive, relève ce changement d'orientation avec une ironie à peine voilée, laissant entendre que Yann semble avoir développé en quelques jours une expertise psychiatrique qui justifierait cette volte-face. Son observation ne vise pas à l'humilier, mais à le ramener à une rigueur méthodologique que l'émotion ne doit pas altérer. Élise, quant à elle, vit cette inflexion comme une remise en cause directe de son travail. Depuis le début, elle privilégie la piste de l'amant, convaincue qu'un lien intime et dissimulé constitue un mobile plus tangible qu'un effondrement psychologique. Pour elle, la dimension passionnelle demeure essentielle, car elle éclaire les tensions invisibles, les secrets, les jalousies possibles. Yann préfère désormais explorer la liste des patients de Lucie, persuadé que son activité professionnelle pourrait révéler un conflit insoupçonné. Leur désaccord ne se transforme pas en confrontation ouverte, mais il crée une fracture subtile dans leur collaboration, une divergence de cap qui rend l'enquête plus incertaine. Pendant que la police réorganise ses hypothèses, la pression s'infiltre ailleurs, dans un cadre bien différent mais tout aussi fragile. Caroline, absorbée par ses responsabilités professionnelles, commence à ressentir le poids d'une charge devenue trop lourde. Les dossiers s'accumulent, les délais se resserrent, et son souci constant de bien faire l'empêche de reconnaître qu'elle dépasse ses propres limites. Lorsque Boris vient lui demander la preuve d'un virement destiné à un fournisseur italien, elle se met à vérifier les documents avec une concentration fébrile. Très vite, l'évidence s'impose, le virement n'a pas été effectué. L'erreur est réelle, incontestable. La découverte agit sur elle comme une déflagration silencieuse. Elle quitte son poste, s'enferme dans les toilettes et laisse éclater une détresse qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'un oubli administratif, mais d'un signal brutal révélant qu'elle n'arrive plus à suivre le rythme imposé. Berthier, en constatant l'absence du virement, comprend rapidement la situation. Plutôt que de blâmer, il adopte une posture apaisante et reconnaît qu'il lui a peut-être confié trop de responsabilités trop vite. Il reprend en charge les dossiers urgents et tente de la rassurer, mais la sensation d'avoir failli s'installe durablement en Caroline, nourrissant l'impression d'être devenue un poids au lieu d'un soutien efficace. Dans un tout autre décor, face à la mer, Yann laisse éclater une tension qu'il ne parvient plus à contenir. Hugo, qui le connaît bien, cherche à comprendre ce qui l'obsède et tente d'aborder avec légèreté les sujets personnels que Yann esquive depuis plusieurs jours. Il évoque la jeune femme du stand de tir, la solitude qui semble s'être installée, les silences répétés. Pourtant, ces questions agissent sur Yann comme une intrusion insupportable.
Déjà fragilisé par l'enquête et par ses propres conflits intérieurs, il réagit avec une brusquerie inattendue, repoussant Hugo sans ménagement et mettant fin à l'échange de manière abrupte. Cette réaction marque un tournant, révélant un isolement grandissant et une difficulté à partager ce qui le traverse. La distance ne s'arrête pas là. Johanna, de son côté, annonce avec enthousiasme qu'un rendez-vous avec l'assistance sociale est prévu dans 2 mois, étape concrète vers un projet qu'elle attend depuis longtemps. Elle espère célébrer cette avancée, donner à ce moment la place qu'il mérite. Yann, pourtant, ne parvient pas à répondre à cette joie avec la même intensité. Il évoque son travail, annonce qu'il rentrera tard, et laisse planer une impression de retrait. Le contraste entre l'enthousiasme de Johanna et la réserve de Yann souligne l'écart qui se creuse peu à peu entre eux. Pendant que ces tensions personnelles s'installent, Catherine Lemierre découvre un article de presse consacré à la mort de Lucie Lecoeur. La lecture de ces lignes ravive en elle une inquiétude qu'elle tentait de contenir. Elle contacte immédiatement Bernier, cherchant dans sa voix une assurance capable d'apaiser ses doutes. Bernier se montre catégorique et affirme avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que la police ne puisse remonter jusqu'à eux. Il se veut rassurant, presque confiant, mais cette insistance sur les précautions prises laisse entendre que leur implication dépasse la simple coïncidence. La menace demeure invisible, enfouie sous des certitudes apparentes. L'enquête continue de progresser, les alliances se fragilisent, et chacun avance avec la conviction de maîtriser la situation. Pourtant, derrière ces façades, quelque chose se prépare. Une vérité encore dissimulée, prête à surgir au moment le plus inattendu, et à bouleverser un équilibre déjà précaire. La libération de Gabin ne met pas fin à la tempête intérieure qui l'habite. Elle ne fait que déplacer le centre de gravité de l'enquête. Désormais témoin assisté, il rentre chez lui avec le sentiment paradoxal d'avoir échappé au pire tout en restant prisonnier d'un soupçon diffus. Son avocat, Maître Bocher, considère cette décision comme la meilleure issue possible dans les circonstances actuelles. Il sait que la juge a choisi une voie prudente, évitant l'incarcération sans pour autant refermer le dossier. Pourtant, pour Gabin, le mal est déjà fait. Être associé au meurtre de Lucie suffit à altérer durablement son image et sa propre perception de lui-même. Il ne cesse de repasser les événements dans sa tête, cherchant à combler ce vide qu'il décrit comme un trou noir. Il se souvient de la peur qui l'a poussé à prendre le carnet, de cette conviction que Lucie voulait le faire interner, de la panique sourde qui l'a envahi. Mais après ce geste, tout s'efface. Cette absence de mémoire devient presque plus inquiétante que l'accusation elle-même. Elle le place face à une interrogation terrifiante, et s'il était capable d'un acte dont il ne se souvient pas? Cette idée, plus que la menace judiciaire, l'ébranle profondément. Au commissariat, l'atmosphère reste tendue malgré la levée de la garde à vue. Élise et Yann poursuivent leurs échanges, chacun campé sur une approche différente. Élise continue d'explorer la piste de l'amant avec rigueur, persuadée que la dimension intime du dossier contient la clé. Elle examine les relations de Lucie, ses habitudes, ses éventuels secrets. Pour elle, l'émotion humaine, la jalousie ou la peur d'être découvert constituent des mobiles plus plausibles qu'un effondrement psychique isolé. Yann, en revanche, s'attarde de plus en plus sur la liste des patients. Il considère que la position professionnelle de Lucie l'exposait à des fragilités multiples, à des histoires complexes dont certaines pouvaient dégénérer. Cette divergence ne se résume pas à un désaccord technique, elle révèle une tension plus profonde entre intuition et méthode, entre certitude et doute. Élise voit dans le changement d'attitude de Yann une instabilité qui pourrait affaiblir leur stratégie. Yann, lui, ne supporte plus l'idée de s'acharner sur une hypothèse qui ne lui semble plus totalement cohérente. Ce conflit latent se reflète aussi dans la manière dont Yann interagit avec son entourage. Sa réaction face à Hugo, en terrasse, ne cesse de le hanter. Il se rend compte qu'il a laissé exploser une irritation disproportionnée, mais il ne parvient pas à identifier précisément ce qui l'a déclenché. Ce ne sont pas seulement les questions sur sa vie sentimentale qui l'ont agacé, mais l'impression d'être mis à nu, observé dans ses hésitations, comme si Hugo pressentait un trouble plus profond. Pendant ce temps, la pression s'accumule autour de Caroline. Après l'épisode du virement oublié, elle tente de reprendre le contrôle, mais la fatigue et le doute la rattrapent. Elle se sent fragilisée par cette erreur qui lui paraît disproportionnée par rapport aux attentes qu'elle place en elle-même. Berthier, conscient de sa détresse, adopte une attitude plus attentive. Il prend en charge les dossiers les plus urgents et essaie de rééquilibrer la charge de travail. Sa bienveillance est réelle, mais elle n'efface pas le sentiment d'incompétence qui s'est insinué dans l'esprit de Caroline. Ce malaise se prolonge lors du barbecue organisé chez Baker.
L'ambiance se veut conviviale, presque légère, comme une parenthèse dans les tensions accumulées. Caroline est présente aux côtés de Sabine et Hugo, mais la situation révèle des fragilités inattendues. Sabine supporte de moins en moins les démonstrations d'affection entre Caroline et Hugo. Elle perçoit dans leur proximité une ambiguïté qu'elle ne parvient pas à dissiper, même si elle tente de rester mesurée. Son irritation finit par se manifester, et Caroline, déjà vulnérable, reçoit ces remarques comme une accusation supplémentaire. Elle tente d'expliquer qu'elle voulait simplement faire plaisir à son fils en lui donnant un billet pour sa sortie avec Noura, qu'elle n'a aucune intention de s'immiscer dans l'équilibre du couple. Mais son sentiment d'être de trop s'accentue. Lorsqu'elle s'éclipse, en s'excusant presque d'exister, elle laisse derrière elle un malaise palpable. Hugo, conscient de la tension, rassure Sabine et affirme qu'il n'y a aucune ambiguïté dans ses intentions. Il insiste sur le fait que seule Sabine et Pablo comptent pour lui. Ses paroles cherchent à refermer la brèche, mais la fragilité de Caroline demeure. En parallèle, Catherine Lemierre ne parvient pas à se détacher de l'article qu'elle a découvert sur la mort de Lucie. Chaque ligne lui semble lourde de sous-entendus. Elle tente de joindre Boris, sans succès, et finit par appeler Muriel, cherchant à maintenir une façade familiale apaisée. Elle propose un dîner pour le week-end, évoquant son désir de former une belle famille, comme si cette insistance sur l'harmonie pouvait compenser les tensions sous-jacentes. Cependant, derrière cette volonté affichée de rapprochement, l'inquiétude demeure. Son échange avec Bernier continue de résonner en elle. Il l'a rassurée, affirmant que toutes les précautions ont été prises pour que la police ne puisse remonter jusqu'à eux. Cette certitude, prononcée avec assurance, contient pourtant une part d'ombre. Elle implique que des actes ont été commis, que des traces ont été anticipées, que des risques ont été évalués. La bombe à retardement évoquée en filigrane de l'affaire prend ainsi une consistance plus tangible. Elle ne fait pas encore de bruit, ne provoque aucun éclat visible, mais elle existe dans les silences, dans les conversations brèves et maîtrisées, dans les assurances trop fermes. Catherine, en refermant le journal, comprend que l'équilibre reste fragile. Elle sait que l'enquête peut à tout moment bifurquer dans une direction imprévue. Dans cet entrelac de tensions personnelles et de soupçons professionnels, chacun avance avec la conviction de contrôler la situation. Pourtant, les fissures se multiplient. Gabin doute de lui-même, Yann s'isole, Élise s'obstine, Caroline vacille, Catherine et Bernier affirment ne rien risquer, mais leur assurance sonne comme une défense anticipée. Et pendant que la mer continue de battre les quais de Montpellier avec une indifférence implacable, l'enquête sur la mort de Lucie progresse lentement vers une vérité que personne n'est encore prêt à affronter. L'affaire Lucie Lecoeur cesse peu à peu d'être un simple dossier criminel pour devenir un révélateur brutal des failles de chacun. Plus l'enquête avance, plus elle agit comme un miroir déformant dans lequel les certitudes se fissurent. Au commissariat, les échanges entre Élise et Yann deviennent plus stratégiques que spontanés. Ils ne s'opposent pas frontalement, mais leurs regards ne convergent plus vers la même direction. Élise continue d'explorer la piste de l'amant avec une rigueur presque obstinée. Elle analyse les appels, les messages, les habitudes de Lucie, convaincue que les sentiments non assumés laissent toujours des traces. Elle pense que derrière la façade professionnelle se cachait peut-être une relation clandestine, une tension intime qui aurait pu dégénérer. Sa méthode repose sur la cohérence émotionnelle. Selon elle, un crime passionnel laisse des signes avant-coureurs, des frémissements invisibles que seule une lecture attentive peut révéler. Yann, lui, adopte une posture plus intérieure, presque silencieuse. Il s'enfonce dans la liste des patients, cherchant à comprendre qui aurait pu développer une dépendance malsaine ou un ressentiment dangereux. Il sait que Lucie travaillait avec des personnes fragiles, parfois instables, et que la frontière entre l'aide et l'attachement peut devenir floue. Cette piste, moins spectaculaire que celle de l'amant secret, lui semble pourtant plus crédible. Il ne peut ignorer ce souvenir précis où Lucie lui parlait de Gabin comme d'un homme fragile plutôt que violent. Ce détail continue de le troubler. Cette hésitation ne concerne pas seulement la direction de l'enquête. Elle reflète un trouble plus intime chez Yann. Depuis quelques jours, il se sent en décalage, comme si la mort de Lucie réveillait en lui des échos qu'il ne maîtrise pas totalement. Son isolement s'accentue. Il évite les discussions inutiles, limite les confidences, et s'absorbe dans le travail comme pour étouffer une inquiétude qu'il n'ose pas formuler. Chez lui, la distance avec Johanna devient perceptible. L'annonce du rendez-vous avec l'assistance sociale aurait dû représenter une étape importante, presque symbolique. Johanna y voit un futur qui prend forme, une projection concrète vers une stabilité qu'elle attend depuis longtemps. Pourtant, Yann peine à partager cette perspective. Il écoute, acquiesce,
Mais son esprit semble ailleurs, absorbé par des interrogations qui ne concernent pas uniquement le dossier en cours. Il promet de rentrer tard, invoque des impératifs professionnels, et laisse Johanna seule avec son enthousiasme. Cette fracture silencieuse se creuse sans éclat, mais elle pèse lourd. Johanna commence à percevoir que quelque chose échappe à son contrôle, qu'un mur invisible s'élève entre eux. Elle ne dispose d'aucune preuve, seulement d'une sensation diffuse, d'un changement imperceptible dans le regard de Yann. Pendant ce temps, Gabin tente de reprendre pied dans une réalité qui lui semble altérée. Son avocat l'encourage à se concentrer sur les faits, à ne pas céder à la culpabilité d'un acte dont rien ne prouve qu'il l'a commis. Mais Gabin reste hanté par ce vide dans sa mémoire. Il se demande si l'esprit peut réellement effacer un moment de violence, ou si ce trou noir n'est qu'un mécanisme de défense face à une vérité insoutenable. Cette incertitude le consume plus sûrement que l'accusation initiale. Dans un tout autre registre, Caroline lutte pour retrouver un semblant d'équilibre. L'épisode du virement oublié continue de la poursuivre comme une preuve de son inadaptation. Elle observe ses collègues avec une lucidité douloureuse, persuadée qu'ils perçoivent sa fragilité. Berthier multiplie les gestes apaisants, tente d'alléger sa charge, mais la blessure est intérieure. Elle doute désormais de ses compétences, comme si cette erreur avait fissuré la confiance qu'elle plaçait en elle-même. Le barbecue chez Baker, qui aurait pu représenter un moment de détente, révèle au contraire les tensions latentes. Sabine, déjà ébranlée par ses propres insécurités, supporte difficilement la proximité visible entre Hugo et Caroline. Elle ne formule pas d'accusation explicite, mais son malaise transparaît dans ses regards, dans ses remarques à demi-mot. Caroline, hypersensible à la moindre critique, interprète cette gêne comme une condamnation. Elle a l'impression d'envahir un espace qui ne lui appartient pas, d'exister de trop dans une dynamique qui la dépasse. Hugo, pris entre son amitié pour Caroline et son attachement à Sabine, tente de rassurer cette dernière. Il affirme que son engagement est clair, que son foyer ne souffre d'aucune ambiguïté. Ses paroles sont sincères, mais elles ne suffisent pas à effacer le trouble. Caroline quitte la soirée avec la sensation d'avoir perturbé un équilibre fragile, ajoutant une couche supplémentaire à son sentiment d'être un poids. Parallèlement, Catherine Lemierre poursuit son jeu d'apparence avec une maîtrise presque clinique. Elle appelle Muriel pour expliquer qu'elle n'arrivait pas à joindre Boris, feint une inquiétude maternelle, propose un dîner familial. Elle s'excuse d'avoir accusé Boris lorsque celui-ci s'était dénoncé dans une autre affaire, et affirme vouloir construire une belle famille unie. Cette volonté affichée de réconciliation contraste avec l'ombre qui plane sur son échange avec Bernier. Depuis la lecture de l'article sur la mort de Lucie, Catherine ressent une tension qu'elle dissimule derrière un calme étudié. Bernier lui a assuré que toutes les précautions ont été prises, que la police ne pourra pas remonter jusqu'à eux. Cette phrase, répétée mentalement, agit à la fois comme un soulagement et comme une menace implicite. Elle signifie qu'il y avait un risque, qu'il a fallu anticiper des traces, évaluer des conséquences. La présence de Bernier dans cette équation transforme l'affaire en une bombe silencieuse. Rien ne prouve encore leur implication directe, mais leur inquiétude partagée suggère une proximité dangereuse avec les événements. Catherine comprend que la moindre erreur, la plus petite incohérence dans leurs précautions, pourrait suffire à faire basculer la situation. Ainsi, tandis que l'enquête officielle progresse à travers auditions et analyses, une autre tension se développe en parallèle, plus feutrée mais potentiellement plus explosive. Les apparences restent intactes, les conversations demeurent maîtrisées, mais sous la surface, les équilibres vacillent. Yann s'enferme dans son silence. Élise poursuit sa piste avec détermination. Gabin se débat avec sa mémoire défaillante. Caroline tente de contenir sa fragilité. Catherine et Bernier se rassurent mutuellement dans l'ombre. Et au cœur de cette mécanique complexe, la mort de Lucie continue d'irradier comme une onde de choc invisible, prête à révéler ce que chacun s'efforce encore de dissimuler. À mesure que les jours passent, l'enquête ne ralentit pas, elle change de texture. Elle devient plus souterraine, plus analytique, comme si chaque piste devait désormais être explorée avec une prudence accrue. La décision de placer Gabin sous le statut de témoin assisté modifie l'équilibre psychologique du dossier. Il n'est plus au centre unique des soupçons, et cette redistribution des regards oblige les enquêteurs à élargir leur champ. Élise continue de travailler sur la piste de l'amant avec une concentration intacte. Elle examine les échanges numériques, les habitudes de Lucie, les rendez-vous qui pourraient avoir été dissimulés sous des prétextes professionnels. Elle reste convaincue qu'une relation cachée expliquerait mieux la violence de l'issue. Pour elle, les crimes naissent souvent d'un mélange d'intimité et de peur, d'un secret qui menace d'être exposé.
Elle refuse de renoncer à cette cohérence émotionnelle qui, selon elle, structure l'affaire. Yann, de son côté, approfondit la liste des patients. Il étudie les profils, les diagnostics, les périodes de suivi. Il cherche un point de rupture, une personnalité instable susceptible d'avoir développé une dépendance ou une colère mal contenue. Cette approche lui permet de se raccrocher à une logique rationnelle, mais elle masque aussi un trouble plus intime. Il ne parvient pas à effacer de sa mémoire le souvenir des paroles de Lucie concernant Gabin. Cette nuance, qui présentait l'homme comme fragile plutôt que dangereux, continue de l'obséder. Cette obsession altère sa posture professionnelle. Il devient plus irritable, plus fermé, comme si chaque remarque extérieure risquait d'exposer son hésitation. Sa réaction envers Hugo, quelques jours plus tôt, reste un point de fracture. Il repense à cette brusquerie soudaine, à cette incapacité à supporter des questions pourtant banales. Il comprend qu'il s'éloigne peu à peu de ses repères habituels, mais il refuse encore d'identifier la source exacte de ce dérèglement. Chez Baker, le barbecue a laissé des traces invisibles. Sabine tente de rationaliser son malaise, de se convaincre que sa jalousie était infondée, mais l'image de Caroline proche d'Hugo persiste dans son esprit. Elle ne met pas en cause la loyauté de son compagnon, mais elle redoute l'intensité des liens affectifs qui se tissent sans qu'elle en maîtrise les contours. Hugo, conscient de cette fragilité, multiplie les gestes rassurants. Il insiste sur la clarté de ses sentiments, sur l'importance de son foyer. Pourtant, la fissure existe désormais, ténue mais réelle. Caroline, quant à elle, vit cette tension comme une confirmation de ses propres doutes. Elle se sent déplacée, en excès, comme si sa simple présence suffisait à déséquilibrer les relations autour d'elle. Au travail, elle tente de se montrer irréprochable, de compenser son erreur par une rigueur accrue. Berthier veille discrètement, ajustant la charge sans l'humilier. Il comprend que la fragilité de Caroline ne résulte pas d'une incompétence, mais d'un épuisement progressif. Toutefois, la jeune femme ne parvient pas à se libérer du sentiment d'avoir failli. Pendant ce temps, Catherine Lemierre s'efforce de maintenir une façade impeccable. Elle propose un dîner à Muriel et Boris, cherchant à restaurer une harmonie familiale qu'elle juge indispensable. Elle évoque son souhait de former une belle famille unie, comme si cette déclaration pouvait effacer les tensions passées. Son ton se veut apaisé, presque maternel. Pourtant, derrière cette volonté affichée de rapprochement, l'inquiétude demeure intacte. L'article sur la mort de Lucie continue de la hanter. Elle en relit mentalement certains passages, cherchant à évaluer ce que la presse sait réellement. Son échange avec Bernier reste présent à son esprit comme un rappel constant du danger. Il a affirmé que toutes les précautions ont été prises, que la police ne remontera pas jusqu'à eux. Cette certitude, prononcée avec assurance, agit à la fois comme une protection et comme une alerte. Elle implique que leur implication n'est pas anodine, qu'il existe un lien suffisamment compromettant pour nécessiter des mesures préventives. Bernier, de son côté, affiche un calme calculé. Il adopte une posture rationnelle, convaincu que la rigueur de leurs préparatifs les met à l'abri. Mais cette confiance repose sur une hypothèse fragile, celle que l'enquête suivra un chemin prévisible. Or, depuis que Gabin n'est plus le suspect principal, les lignes peuvent se déplacer à tout moment. La moindre incohérence, la plus petite erreur, pourrait suffire à réorienter les investigations. Au commissariat, Cécile observe l'évolution du dossier avec un regard attentif. Elle perçoit la tension croissante entre Élise et Yann, et comprend que cette divergence pourrait ralentir la progression. Elle sait qu'une enquête repose autant sur la cohésion des enquêteurs que sur les preuves matérielles. Si le doute s'installe au sein de l'équipe, il peut devenir un obstacle. Gabin, quant à lui, tente de reconstruire un quotidien qui lui paraît désormais étranger. Il croise des regards qui se détournent, perçoit des silences chargés de suspicion. Même libéré, il reste marqué par l'ombre du meurtre. Son avocat l'encourage à se concentrer sur les faits, à laisser la justice suivre son cours. Pourtant, la question de ce trou noir dans sa mémoire continue de le hanter. Il redoute qu'un détail oublié ressurgisse brutalement et confirme ce qu'il refuse d'envisager. Dans cette toile complexe, chaque personnage avance avec la conviction de pouvoir maîtriser les conséquences de ses actes ou de ses silences. Pourtant, l'équilibre devient de plus en plus instable. Les tensions personnelles s'entrelacent avec les enjeux judiciaires. Les fragilités individuelles amplifient les risques collectifs. Yann s'enferme davantage dans son mutisme, incapable de partager pleinement ses doutes. Élise poursuit sa piste avec une détermination presque solitaire. Caroline lutte contre un effritement intérieur qu'elle cache derrière un sourire professionnel. Sabine et Hugo tentent de préserver leur stabilité. Catherine et Bernier s'appuient sur des précautions qu'ils espèrent suffisantes.
Mais l'enquête sur la mort de Lucie ne cesse de progresser, silencieusement. Et plus elle avance, plus elle menace de révéler ce que certains ont pris soin d'enfouir. Une vérité qui, lorsqu'elle émergera, ne se contentera pas d'identifier un coupable. Elle mettra à nu les choix, les peurs et les compromis de chacun. L'évolution du dossier sur la mort de Lucie modifie insensiblement les équilibres au sein du commissariat. L'absence d'éléments décisifs pousse chacun à s'enfermer davantage dans sa propre lecture des faits. Élise travaille avec une concentration presque rigide, comme si la solidité de son hypothèse pouvait compenser le manque de preuves concrètes. Elle examine les échanges privés de Lucie, recoupe les emplois du temps, explore les angles morts que la routine dissimule parfois. Elle reste convaincue qu'un lien intime mal maîtrisé constitue le nœud de l'affaire. Pour elle, la passion, lorsqu'elle se heurte à la peur d'être exposée, peut devenir un moteur violent. Yann, quant à lui, s'enfonce dans une analyse plus clinique des profils liés à Lucie. Il relie les dossiers médicaux, observe les trajectoires des patients, tente d'identifier une instabilité susceptible d'avoir basculé. Cette plongée dans la dimension professionnelle de la victime n'est pas seulement stratégique, elle lui permet aussi de maintenir une distance émotionnelle. Il cherche à neutraliser l'image de Lucie en tant que femme pour la considérer comme praticienne exposée à des fragilités extrêmes. Pourtant, malgré cette rationalisation, son trouble demeure. Il sait que son changement d'orientation a surpris, et il sent qu'Élise n'accorde plus la même confiance à ses intuitions. Cette tension professionnelle agit comme un écho à son malaise personnel. Avec Johanna, la communication se réduit à des échanges pratiques. Elle parle de leur rendez-vous à venir avec l'assistance sociale avec un enthousiasme sincère, évoquant la perspective d'un avenir plus concret. Yann écoute, mais son regard trahit une distraction persistante. Il se réfugie derrière le travail, invoque des contraintes, promet des retours tardifs. Cette distance n'est pas un rejet explicite, mais elle installe une solitude silencieuse au cœur de leur relation. Johanna commence à ressentir que quelque chose lui échappe, sans pouvoir en identifier la nature exacte. Pendant ce temps, la fragilité de Caroline continue de se manifester par petites secousses. Au bureau, elle redouble d'efforts pour éviter toute nouvelle erreur. Elle vérifie chaque détail avec une rigueur presque excessive, comme si la précision pouvait restaurer la confiance qu'elle a perdue. Berthier veille discrètement à alléger ses responsabilités les plus urgentes, adoptant une posture attentive sans la placer en position d'infériorité. Pourtant, la jeune femme reste habitée par un sentiment de vulnérabilité. L'épisode du barbecue, les remarques de Sabine, la nécessité pour Hugo de clarifier les choses, tout cela nourrit l'impression qu'elle occupe une place instable dans chaque sphère de sa vie. Chez Baker, l'ambiance retrouve une apparente normalité, mais la tension du week-end n'est pas totalement dissipée. Sabine tente de faire taire ses propres insécurités, consciente que ses réactions pourraient fragiliser inutilement son couple. Hugo multiplie les gestes rassurants, affirmant la clarté de son engagement. Toutefois, une méfiance diffuse persiste, non pas envers Hugo, mais envers les circonstances elles-mêmes. Sabine comprend que les relations humaines sont rarement figées, et cette prise de conscience l'oblige à rester vigilante. Dans un registre plus feutré, Catherine Lemierre continue d'orchestrer son équilibre familial avec une précision calculée. Elle insiste sur la nécessité de se retrouver autour d'un dîner, cherchant à consolider l'image d'une famille soudée malgré les tensions passées. Elle présente ses excuses à Boris pour l'avoir accusé dans une autre affaire, affirme vouloir avancer vers une harmonie durable. Cette volonté de réconciliation s'accompagne d'un discours apaisant, presque maternel, qui contraste avec l'inquiétude persistante qu'elle dissimule. La lecture de l'article sur la mort de Lucie n'a cessé de résonner en elle. Chaque nouveau développement de l'enquête l'oblige à évaluer le risque avec une lucidité froide. Son échange avec Bernier agit comme une ligne de défense mentale. Il lui a assuré que toutes les précautions ont été prises, que la police ne remontera pas jusqu'à eux. Cette affirmation constitue un pilier sur lequel elle s'appuie pour maintenir son sang-froid. Pourtant, derrière cette assurance se cache la conscience d'une exposition possible. Les précautions, aussi méticuleuses soient-elles, ne garantissent jamais une invulnérabilité totale. Bernier, de son côté, conserve un calme étudié. Il analyse la progression de l'enquête avec rationalité, persuadé que l'attention des policiers se concentre ailleurs. Il estime que le statut de témoin assisté accordé à Gabin a détourné la pression immédiate. Toutefois, il sait également que la levée d'un suspect unique ouvre la voie à une exploration plus large. Cette dynamique peut, à terme, déplacer les soupçons vers des zones qu'ils espéraient invisibles. Au commissariat, Cécile observe la situation avec un regard stratégique. Elle perçoit que la cohésion de l'équipe est essentielle pour éviter les erreurs d'appréciation.
Elle comprend aussi que la tension entre Élise et Yann pourrait devenir un point de fragilité si elle n'est pas maîtrisée. Son rôle consiste à maintenir un cadre méthodologique strict, à empêcher que les divergences d'analyse ne se transforment en rivalité personnelle. Gabin, isolé dans son quotidien incertain, tente de se convaincre que la décision de la juge constitue une étape vers sa réhabilitation. Son avocat lui rappelle que la présomption d'innocence demeure intacte. Pourtant, le regard des autres pèse lourd. Il se surprend à redouter chaque sonnerie de téléphone, chaque convocation éventuelle. Le trou noir qu'il décrit ne cesse de le hanter, car il contient une possibilité qu'il refuse d'explorer, celle d'un geste commis dans un moment d'égarement. Dans ce paysage mouvant, les lignes de force se déplacent lentement. L'enquête progresse sans révélation spectaculaire, mais chaque détail compte. Les tensions personnelles alimentent les hésitations professionnelles. Les certitudes affichées masquent des fragilités intérieures. Yann se retranche dans le silence. Élise poursuit sa piste avec obstination. Caroline tente de restaurer son assurance. Sabine et Hugo cherchent un équilibre. Catherine et Bernier s'appuient sur des précautions qu'ils espèrent suffisantes. Mais l'affaire Lucie n'a pas encore livré son véritable point de rupture. Et à mesure que les jours passent, la sensation d'une vérité enfouie devient plus palpable, comme si la surface lisse des apparences ne tenait plus qu'à un fil. L'enquête sur la mort de Lucie Lecoeur entre dans une phase plus silencieuse, mais plus dangereuse. Les gestes deviennent plus mesurés, les hypothèses plus prudentes, comme si chacun pressentait que la prochaine avancée pourrait déplacer radicalement l'équilibre fragile qui s'est installé. Le statut de Gabin a changé, mais la sensation d'inachèvement demeure. La décision de la juge n'a pas clos le dossier, elle l'a simplement élargi. Yann continue d'examiner la liste des patients avec une concentration presque obstinée. Il se convainc que la clé réside dans un détail négligé, dans un lien professionnel mal interprété. Il passe en revue les profils, les antécédents, les fragilités psychologiques susceptibles d'avoir dégénéré. Cette immersion méthodique lui offre un refuge. Elle lui permet de canaliser son trouble intérieur dans une structure rationnelle. Pourtant, malgré cette discipline apparente, quelque chose en lui reste instable. Son isolement devient perceptible à ceux qui le connaissent bien. Il évite les discussions informelles, limite les échanges à l'essentiel. La confrontation avec Hugo en terrasse a laissé une trace durable. Il n'a pas cherché à s'excuser réellement, préférant laisser le silence combler le malaise. Cette fuite révèle une difficulté plus profonde, il ne supporte plus d'être questionné sur sa vie personnelle. L'enquête semble avoir déplacé en lui des lignes qu'il croyait stables. Johanna ressent cette distance avec une lucidité croissante. Elle ne formule pas d'accusation, mais elle perçoit une forme de retrait. Le rendez-vous avec l'assistance sociale, qui devait symboliser un projet commun, reste suspendu dans un enthousiasme à sens unique. Yann acquiesce sans partager pleinement son énergie. Il évoque le travail, la pression, la nécessité de rester concentré sur l'affaire en cours. Johanna accepte ses arguments, mais l'inquiétude s'installe doucement. Elle comprend que ce silence n'est pas uniquement professionnel. Au commissariat, Élise poursuit sa piste avec une détermination intacte. Elle affine son analyse des relations intimes de Lucie, cherchant un élément susceptible de confirmer son intuition initiale. Pour elle, l'ombre d'un amant demeure la cohérence la plus plausible. Elle ne nie pas la pertinence de la liste des patients, mais elle craint qu'en dispersant l'attention, l'équipe perde de vue l'essentiel. Cette divergence avec Yann n'a pas dégénéré en conflit ouvert, mais elle a altéré la fluidité de leur collaboration. Cécile veille à maintenir une cohésion méthodologique. Elle observe les tensions sans les amplifier, consciente que la fragilité d'une enquête peut parfois naître de l'intérieur. Elle exige des rapports précis, des synthèses claires, refusant toute dérive spéculative. Cette rigueur devient un cadre nécessaire pour éviter que les intuitions contradictoires ne brouillent la progression. Pendant ce temps, Gabin tente de reconstruire un quotidien qui lui semble désormais instable. Le statut de témoin assisté le place dans une zone intermédiaire, ni accusé ni totalement blanchi. Son avocat insiste sur la prudence et la patience, rappelant que cette décision judiciaire représente une avancée favorable. Pourtant, Gabin ne parvient pas à se libérer de l'angoisse liée à son trou noir. Cette absence de mémoire agit comme une menace intérieure. Il craint qu'un souvenir brutal ne surgisse et ne bouleverse l'équilibre fragile qu'il essaie de maintenir. Dans un autre registre, Caroline lutte contre un épuisement qu'elle s'efforce de dissimuler. Elle travaille avec une précision excessive, vérifiant chaque document, chaque échéance. L'erreur du virement reste ancrée dans son esprit comme une preuve de vulnérabilité. Berthier continue de l'épauler discrètement, répartissant les tâches de manière plus équilibrée.
Sa bienveillance est réelle, mais Caroline ne parvient pas à effacer le sentiment d'avoir été dépassée. Les tensions du barbecue chez Baker n'ont pas totalement disparu. Sabine tente de rationaliser son malaise, consciente que sa réaction pouvait sembler excessive. Hugo, de son côté, multiplie les gestes de réassurance, affirmant la solidité de son engagement. Pourtant, la fragilité émotionnelle de Caroline et la sensibilité de Sabine créent une zone d'incertitude. Rien n'est explicitement brisé, mais l'équilibre repose désormais sur une vigilance accrue. Dans l'ombre, Catherine Lemierre poursuit son effort pour maintenir une façade irréprochable. Elle organise le dîner familial avec minutie, cherchant à consolider l'image d'une unité retrouvée. Elle insiste sur son désir de former une belle famille, évoque l'avenir avec un ton apaisant. Toutefois, derrière cette mise en scène d'harmonie, son inquiétude demeure intacte. L'article de presse sur la mort de Lucie continue de la hanter. Chaque évolution de l'enquête l'oblige à évaluer le risque. Son échange avec Bernier agit comme un point d'ancrage. Il lui a assuré que toutes les précautions nécessaires ont été prises, que la police ne pourra pas remonter jusqu'à eux. Cette affirmation, répétée mentalement, devient une ligne de défense contre l'angoisse. Pourtant, elle sait que les précautions ne sont jamais infaillibles. Bernier conserve un calme rationnel, analysant la situation avec une confiance mesurée. Il estime que l'attention des enquêteurs reste concentrée sur d'autres pistes. Il considère que le statut de Gabin détourne la pression immédiate. Cependant, il ne peut ignorer que l'élargissement de l'enquête ouvre la voie à des explorations imprévues. Si une incohérence surgit, si un détail échappe à leur contrôle, l'équilibre pourrait basculer. Ainsi, l'affaire Lucie évolue dans un climat de tension contenue. Aucun événement spectaculaire ne vient bouleverser la surface, mais les fondations se fragilisent lentement. Les relations personnelles se fissurent, les certitudes professionnelles vacillent, et les assurances prononcées avec aplomb dissimulent des inquiétudes profondes. Yann s'enferme dans un silence protecteur. Élise persiste dans son hypothèse. Gabin redoute sa propre mémoire. Caroline lutte contre son épuisement. Sabine et Hugo tentent de préserver leur stabilité. Catherine et Bernier s'appuient sur des précautions qu'ils espèrent suffisantes. Pourtant, plus l'enquête avance, plus la sensation d'une vérité imminente se renforce. Une vérité qui ne se contentera pas d'identifier un responsable, mais qui révélera aussi les fragilités, les compromis et les secrets que chacun s'efforce encore de préserver. La tension qui entoure l'affaire Lucie Lecoeur atteint un stade où le silence devient presque plus inquiétant que les révélations. Rien n'explose, rien ne s'effondre brutalement, et pourtant chacun sent que l'équilibre ne tient plus qu'à une suite de coïncidences maîtrisées. L'enquête progresse sans fracas, mais avec une persistance méthodique qui finit par ronger les certitudes les mieux construites. Au commissariat, les dossiers s'accumulent sur les bureaux, les hypothèses se croisent, se contredisent parfois. Élise continue d'examiner les angles morts de la vie privée de Lucie, refusant d'abandonner la piste de l'amant qui, selon elle, constitue la cohérence la plus humaine du drame. Elle estime que la vérité se cache dans une relation trop intense, trop fragile pour résister à la pression. Yann, lui, maintient son cap sur la liste des patients, convaincu que la vulnérabilité professionnelle de Lucie a pu ouvrir une brèche fatale. Cette divergence n'est plus seulement technique. Elle reflète deux manières d'appréhender le crime, l'une centrée sur l'émotion, l'autre sur la fragilité psychique. Entre eux, la confiance se fait plus prudente. Ils travaillent ensemble, mais sans la fluidité initiale. Cécile veille à maintenir la cohérence de l'équipe, consciente que l'efficacité repose sur la capacité à intégrer les hypothèses sans les transformer en rivalité. Yann, en parallèle, s'enferme davantage dans son mutisme. Il évite les discussions inutiles, esquive les regards trop insistants. Son irritation face à Hugo reste symptomatique d'un malaise plus profond. Il ne supporte plus d'être interrogé sur sa vie sentimentale, comme si toute question risquait d'exposer une faille qu'il refuse de nommer. Avec Johanna, la distance s'installe sans éclat. Elle parle de l'avenir avec espoir, évoque leur rendez-vous avec l'assistance sociale comme une promesse concrète, mais Yann semble incapable de se projeter. Il se réfugie derrière le travail, laissant un vide que Johanna commence à percevoir avec inquiétude. Gabin, de son côté, tente de reconstruire une stabilité précaire. Le statut de témoin assisté lui offre un répit juridique, mais pas une paix intérieure. Le trou noir qu'il décrit continue de l'obséder. Il redoute qu'un détail enfoui ne ressurgisse et ne bouleverse l'équilibre fragile qui lui permet encore de respirer. Son avocat l'encourage à se concentrer sur les faits, à ne pas céder à la culpabilité d'un acte non prouvé. Pourtant, le doute s'est insinué en lui. Il n'a plus seulement peur de la justice, mais de lui-même. Caroline, quant à elle, tente de restaurer son assurance au travail.
Elle multiplie les vérifications, s'impose une rigueur presque excessive pour éviter toute nouvelle erreur. Berthier continue de l'épauler avec bienveillance, conscient que sa fragilité n'est pas liée à un manque de compétences mais à un épuisement progressif. Cependant, le malaise né du barbecue persiste. Sabine, bien qu'apaisée en apparence, garde en mémoire cette proximité entre Hugo et Caroline. Hugo insiste sur la clarté de son engagement, mais l'équilibre repose désormais sur une vigilance constante. Dans un autre cercle, plus feutré mais infiniment plus dangereux, Catherine Lemierre avance avec une maîtrise calculée. Elle organise le dîner familial avec un souci presque stratégique, insistant sur l'image d'une unité retrouvée. Elle affirme ne souhaiter qu'une chose, former une belle famille. Ses paroles sont soigneusement choisies, son attitude parfaitement contrôlée. Pourtant, l'article sur la mort de Lucie continue de résonner en elle comme un avertissement. Son échange avec Bernier agit comme un point d'ancrage fragile. Il lui a assuré que toutes les précautions nécessaires ont été prises, que la police ne pourra pas remonter jusqu'à eux. Cette certitude devient son refuge. Mais derrière cette assurance se cache une réalité plus inquiétante. Si des précautions ont été nécessaires, c'est qu'un lien existe. Et si l'enquête change de direction, si un détail échappe à leur contrôle, tout pourrait basculer. Bernier conserve un calme méthodique, persuadé que la structure qu'ils ont mise en place tiendra. Il estime que l'attention des enquêteurs se disperse entre trop de pistes pour converger vers eux. Pourtant, la dynamique même de l'enquête, élargie depuis la mise à l'écart partiel de Gabin, rend la situation imprévisible. La vérité ne surgit pas toujours là où on l'attend. Ainsi, l'affaire Lucie Lecoeur devient plus qu'un simple meurtre à élucider. Elle agit comme un révélateur des fragilités individuelles. Yann s'isole, Élise s'obstine, Gabin doute de sa propre mémoire, Caroline lutte contre son épuisement, Sabine et Hugo cherchent à préserver leur équilibre. Catherine et Bernier, eux, avancent avec la conviction d'avoir verrouillé toutes les issues. Mais les bombes à retardement ne préviennent jamais avant d'exploser. Elles s'installent dans les silences, dans les certitudes répétées trop souvent, dans les précautions prises pour dissimuler ce qui ne devrait jamais être découvert. Et tandis que la ville poursuit son rythme habituel, la mort de Lucie continue d'étendre son ombre. Une ombre qui, tôt ou tard, finira par révéler ce que certains espèrent encore garder enfoui.